La Main Line est sans doute la plus belle ligne de train au monde. La vue panoramique est absolument unique. Inutile de chercher l'équivalent ailleurs, vous ne trouverez pas. Et si nous prenions un billet de train pour le Sri Lanka? Perle d'émeraude ou larmes au milieu de la mer. Deux qualificatifs sur mesure pour le Sri Lanka. Un air de renouveau souffle sur l'île tout entière et sa capitale Colombo depuis 2009, après plus d'un quart de siècle de guerre civile. En élisant leur nouveau président au début de l'année 2015, les Sri Lankais se sont prononcés pour plus de démocratie. Pour les touristes, l'ancien Ceylan est une destination paradisiaque qui se découvre de préférence en train. Un voyage en train est aussi le moyen idéal de faire une incursion dans le passé colonial du pays. À la gare centrale de Colombo Fort, au cœur de la ville, le décor est déjà planté. Le guichet où nous achetons nos billets a un charme délicieusement suranné. Le contrôle se fait avant l'accès au quai. Passé colonial oblige, l'architecture de la gare est largement inspirée de la gare Victoria à Manchester. L'ambiance ici est restée très british. Les colons britanniques ont eu la mainmise sur le pays de 1796 à 1948. Aujourd'hui, rien n'est plus comme avant. Nous avons de sérieuses difficultés avec les conducteurs de locomotives et les chefs de train. Ils ne sont pas toujours ponctuels. On a les mêmes problèmes dans les ateliers. Le manque de ponctualité et de soins dans le travail est un souci constant. Estimons-nous chanceux car notre train à destination de Badoula est déjà à quai. Il est 8h30 et c'est l'heure du départ. L'itinéraire que nous allons suivre est connu pour être l'un des plus pittoresques de toute l'Asie. Partis de Colombo, nous ferons escale à Kandy et atteindrons Ella dans les montagnes du centre au terme d'un voyage de 270 km. Un voyage exceptionnel sur la plus ancienne ligne de chemin de fer du Sri Lanka, baptisée avec fierté ligne principale ou Main Line. Les 54 premiers kilomètres du tronçon Colombo-Ambepussa fêtent en 2015 leur 150e anniversaire. Un âge qui confère à la ligne son charme désuet. Les Sri Lankais ont un profond respect pour ce berceau du rail sri-lankais. À l'origine, cette ligne a été construite pour le transport de marchandises, mais il y a toujours eu aussi des voitures pour les passagers. Au début, les voyageurs étaient peu nombreux à prendre le train. Mais dès lors qu'il a permis aux gens qui vivaient dans les montagnes de l'arrière-pays de se rendre à Colombo et de voir la mer pour la première fois de leur vie, la situation a changé. Les gens allaient à Colombo juste pour aller à la plage et voir la mer. Nous traversons le Kelani, l'un des plus grands fleuves du Sri Lanka. Colombo est déjà derrière nous. Le billet de train jusqu'à notre terminus coûte entre 1,50 € en troisième classe et 8 € en première classe.
les Sri Lankais sont très fiers de leur ligne de chemin de fer. C'est très confortable, les horaires sont pratiques et la ligne a bonne réputation. Je voyage seule et je me sens en sécurité dans le train. Je voyage en train depuis que je suis toute petite. On se sent bien, on respire un peu d'air pur et on voit défiler de beaux paysages. Il y a des montagnes, des rivières, des lacs. J'aime bien le train, plus que le bus en tout cas. On se sent plus libre. Sans compter que l'autocar coûte 2 fois plus cher et que les voyageurs en première classe ont droit en prime à la télévision. La 3e classe n'est pas en reste. Il suffit d'un peu de chance pour tomber sur un concert improvisé. Lushanta est professeur de son état. Mais les jeunes diplômés ne trouvent pas toujours de travail dans la branche à laquelle ils se destinaient. Aide-moi, mon Dieu. Aide-nous tous. Accorde la richesse à notre pays qui est pauvre. Et aide avec lui tous les autres pays pauvres. C'est le sens des paroles de la chanson. Le Sri Lanka est un pays en plein développement. L'agriculture y est vitale pour une grande partie des foyers, qui doivent souvent se contenter de 50 € par mois pour vivre. Mais ici, cela ne suffit pas. Et 20% des enfants souffrent de malnutrition. Le contraste entre ville et campagne est grand, entre riches et pauvres aussi. La 3e classe est toujours bondée. Certains passagers s'accommodent mal de ces différences. On aimerait bien savoir comment c'est de voyager en première classe avec la télévision. On voudrait avoir droit aux mêmes prestations avec notre billet de 3e. Et aussi plus de confort et de sécurité. C'est notamment à cause de la mauvaise situation économique du pays que l'ancien président, Mahinda Rajapakse, n'a pas été reconduit lors des élections de janvier 2015. Nous faisons halte à Rambukana. De là, il ne faut que quelques minutes en tuk-tuk pour rejoindre le plus grand parc d'attractions du Sri Lanka. Nous voici à l'orphelinat des éléphants de Pinawela. Le bain quotidien des animaux dans le Mahaoya vaut le coup d'œil. À Pinawela, les éléphantos et les pachydermes blessés se refont une santé. Je vous présente Nila, l'un de nos tout premiers pensionnaires. Il a environ 60 ans et il est arrivé ici en 1975, l'année où l'orphelinat de Pinawela a été fondé. Au début, il y avait 5 éléphantos. Nila est arrivé ici tout petit et aujourd'hui, il est l'un des plus grands. Il a eu 5 enfants qui vivent ici aussi. Le parc abrite un troupeau de 77 éléphants en tout. Quatre éléphantos se prêtent gentiment au jeu pour la plus grande joie des touristes. La tournée des biberons géants a lieu 6 fois par jour. Ils peuvent contenir jusqu'à 7 litres de lait.
Certains d'entre eux ont été retrouvés abandonnés ou blessés dans la jungle et nous ont été confiés. D'autres sont nés ici. En tout cas, ceux qui nécessitent des soins vivent à part. Ils peuvent avoir été blessés lors d'une collision avec un train ou d'un affrontement avec d'autres animaux dans la jungle. Nous les gardons avec nous et nous les remettons en forme. À ce stade du voyage, nous prenons de l'altitude sans modération. Il faudrait 12 jours à une charrette tirée par des bœufs pour venir à bout du même voyage. Avec le train, l'affaire est conclue en 9 heures. La construction de la ligne de chemin de fer a été une terrible épreuve. Des 3000 ouvriers du chantier, nombreux sont ceux qui sont morts de la malaria ou du choléra. Notre main line traverse des paysages très accidentés et pleins d'embûches. Il y a des gorges, des ravins, des buttes, des escarpements. Il faut traverser des tunnels. On en compte 42 entre Colombo et Badula. C'est vous dire si la construction a été difficile. Les ouvriers se rebellaient constamment. Ils n'étaient pas équipés. Ils n'avaient pas de pelleteuse ni de matériel moderne à l'époque. Les rails étaient posés à la main. On peut dire que c'était plutôt compliqué. Le sol a âprement résisté à la construction de la voie ferrée, mais il abrite un immense trésor. Il regorge de toutes sortes de pierres précieuses. Des têtes couronnées et des femmes de la haute société arborent ces joyaux. La tradition séculaire de la joaillerie est ici florissante. Aujourd'hui, les touristes sont les principaux destinataires de cet art. Avec 200 € de revenus mensuels, les artisans joailliers gagnent bien leur vie. À l'origine, les pierres précieuses ont pris cette importance parce qu'on leur attribuait des vertus curatives bien spécifiques. Aujourd'hui, elles sont devenues à la mode et servent aussi de placement financier. Mais au départ, elles avaient vocation à traiter les maladies. Les saphirs présentent une grande diversité de couleurs. Leur mise en valeur est typiquement sri-lankaise. Nous allons arriver à Kandy. Nous avons déjà parcouru 130 km en 3h30. À 500 mètres d'altitude, le climat est beaucoup plus agréable. Ancienne capitale des rois cingalais, Kandy est emblématique de leur culture. Cette ville a été le théâtre de la résistance séculaire que les rois ont opposée aux pays colonisateurs. La gare a été inaugurée en 1867. Le lotus bleu, qui est la fleur nationale du Sri Lanka, se vend ici à tous les coins de rue. Il sert souvent d'offrande dans les temples bouddhiques. Le temple Sri Dalada Maligawa, ou temple de la dent sacrée, est un haut lieu du bouddhisme singalais. On dit qu'il abrite la plus précieuse relique bouddhiste du Sri Lanka. Il s'agit de la canine supérieure gauche de Bouddha, objet entre tous de fierté nationale. Les pèlerins du monde entier affluent pour faire des offrandes et prier dans ce havre de recueillement. À 9h du matin sonnante, coup d'envoi de la puja. Cette cérémonie d'hommage dure 1h30 et constitue un rituel important pour les bouddhistes. La légende veut que toute la force de Bouddha soit concentrée dans cette dent.
Les rois cingalais ont su tirer profit de cette croyance sur l'échiquier politique. Autrefois, le pays était gouverné par des rois. Il y a eu 7 dynasties de rois. Quand les Anglais ont conquis Kandy en 1815, ils se sont octroyés le temple de la danse sacrée, qui est le symbole même du pouvoir au Sri Lanka. Aucune bousculade devant la salle de la relique. En fait de relique, c'est une urne que l'on découvre, car la précieuse dent est enchâssée dans un écrin d'ivoire, lui-même imbriqué dans 6 autres urnes. C'est grâce à ce temple exceptionnel que la ville de Kandy est aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aux abords du temple, une autre attraction s'offre aux visiteurs en fin d'après-midi. Les roussettes s'en donnent à cœur joie. Mais Kandy est aussi connue pour ses spectacles de danse. Il s'agit là d'une des dernières traditions héritées de la cité royale. Cette troupe de danse existe depuis 1932. Ces performances étaient autrefois destinées au divertissement du roi. Quand le souverain tombait malade, la danse était exécutée à des fins thérapeutiques. Il y avait même des festivals dédiés à la guérison. Les touristes ont supplanté les rois. C'est avant tout pour eux qu'on danse aujourd'hui. Waidi Swati est elle-même issue d'une vieille famille de danseurs. La danse est une tradition qui se transmet de génération en génération. Les entraînements demandent une discipline de fer et commencent tous les jours à 5 heures du matin. À peu d'exceptions près, les représentations ont lieu tout au long de l'année. Les spectacles de danse traditionnels peuvent comprendre jusqu'à 11 séquences différentes. Ce numéro où l'on fait tournoyer des assiettes s'appelle la danse Raban. La représentation dure en tout environ 1 heure. Nous reprenons la route. Les paysages montagneux défilent sous nos yeux pour notre plus grand plaisir. D'autres saveurs nous sont proposées à bord du train. Nileme Kumare passe dans les voitures pour écouler sa marchandise. Il fait cela depuis des années pour subvenir aux besoins de sa famille. Il a 3 enfants. Je prépare cette spécialité à la maison et je l'emporte avec moi dans le train. Je fais cela depuis 20 ans. Le vadé est un petit casse-croûte que l'on déguste à n'importe quel moment de la journée. On en mange 2 ou 3 à la fois. Je gagne ma vie avec ça. Mes clients aiment mes petits vadés. Je les fais frire et je les leur apporte. J'ai une licence pour en vendre dans le train. Les passagers aiment bien ces petits encas. Nous sommes bercés par le roulis du train. Malgré la torpeur ambiante, les couleurs chatoyantes des tenues vestimentaires des dames attirent irrésistiblement notre attention. La ligne gravit la montagne en serpentant.
Une bonne partie de la population des villages d'altitude travaille pour le compte d'entreprises textiles. La production du secteur de l'industrie sri-lankaise qui s'exporte le mieux est avant tout une affaire de femmes. Avec des salaires de 50 € par mois, le recours au travail manuel n'est pas un luxe pour les commanditaires. D'ailleurs, cela revient moins cher que d'automatiser la production. Le choix des couleurs est laissé à l'initiative de chacune. Le plus souvent, on utilise des couleurs vives et chamarrées. On peut tisser un sarong d'environ 2 mètres de long en une seule journée. On enroule à la main le fil autour de la canette faite maison. Le fil très fin du sarong est très absorbant. Il est en coton et est très agréable à porter. La soie est moins pratique. Dans les montagnes où les pluies sont fréquentes, le sarong en coton n'a que des avantages. Il semblerait qu'aujourd'hui nous soyons particulièrement chanceux côté météo, car dans le train, on nous rapporte qu'il n'y a pas eu un seul jour sans pluie depuis 2 ans et demi. Nous faisons brièvement étape à Galboda. L'endroit est connu pour la qualité de son eau. Au XVIIIe et XIXe siècle, sous la domination britannique, il n'y avait pas d'eau de bonne qualité. L'eau la plus pure avait été trouvée ici, à la gare de Galboda. On venait chercher l'eau ici et on la transportait jusqu'à Colombo pour le gouverneur anglais. Mais on acheminait aussi toutes sortes de légumes et de fleurs de la région. À l'origine, les Britanniques se sont équipés d'une ligne de chemin de fer pour transporter le thé récolté dans les montagnes jusqu'au port de Colombo. Le thé avait supplanté les plantations de café ravagées par la rouille du caféier. Les Tamouls du sud de l'Inde représentaient une main-d'œuvre nombreuse et bon marché pour les Anglais. Avec 2210 km² de plantation, le thé couvre aujourd'hui une grande superficie du pays et assure des emplois stables à beaucoup de Sri Lankais. Nous travaillons dans les plantations et cueillons les feuilles de thé. Nous sommes très reconnaissants à notre président, car c'est un bon travail. Les revenus issus des plantations de thé avaient fait de Ceylan la colonie de prédilection des Britanniques. Les cueilleuses de thé de l'époque étaient rétribuées en grains de riz. Leur salaire actuel est de 3 € par jour. Elles commencent au lever du jour et ne s'arrêtent qu'au coucher du soleil. C'est donc d'ici que vient le fameux thé de Ceylan. Dans l'une des innombrables fabriques de thé, on nous en expose les caractéristiques. Plus les pousses sont jeunes et tendres, et meilleure est la qualité du thé. Les feuilles plus anciennes, plus grandes, sont moins riches en substances nutritives et en vitamines, et sont de moindre qualité. La saveur des jeunes pousses est remarquable. Leur composition chimique aussi. Elles contiennent de la caféine, des acides aminés et des polyphénols notamment. On trouve tout cela dans les jeunes pousses. La Halpeti Factory existe depuis plus d'1 siècle et emploie une centaine de personnes. Une fois flétries au soleil, les feuilles sont agitées et broyées avant de fermenter
et d'être mises à sécher. Elles sont ensuite triées en fonction de leur taille. Le Sri Lanka est l'un des plus grands exportateurs de thé au monde. Au XIXe siècle, la construction de la voie ferrée s'est étendue au même rythme que les plantations de thé. Mais aujourd'hui, il y a longtemps qu'elle n'a plus la même importance. L'âge d'or de la Main Line remonte à l'époque de la domination britannique, quand elle était utilisée pour le transport du thé. Il y avait de grands entrepôts dans les gares. Puis la route a pris le relais et, de nos jours, plus un seul gramme de thé n'est transporté par le rail. Aujourd'hui, le fret ferroviaire ne concerne plus qu'1% du transport de marchandises. Mr. Jonaka veille depuis 33 ans à ce que ce transport se déroule sans encombre. Je suis chef de train sur l'ensemble de la ligne. Et je suis responsable du bien-être des passagers et du matériel de la compagnie des chemins de fer. Plus largement, je dois répondre de tout incident susceptible de survenir au cours du voyage. L'anneau métallique recouvert de cuir sert à remettre un jeton au conducteur du train. Ce système, destiné à garantir la sécurité sur la ligne à voie unique, est en usage depuis 1901. Lorsque je lui remets le jeton, le conducteur a l'autorisation d'aller jusqu'à la gare suivante. Pour obtenir le jeton, je dois sonner 4 fois, afin de prévenir la gare suivante de l'arrivée du train. Ils sonnent 4 fois en retour et bloquent leur jeton. Ce n'est qu'alors que je peux récupérer le mien. Je le remets au conducteur du train quand il arrive en gare et il peut aller jusqu'à la prochaine destination en toute sécurité. Le jeton ainsi libéré sera donc remis au conducteur du prochain train. Notre voyage en train s'interrompt momentanément. Il n'y a pas de ligne de chemin de fer qui mène à la célèbre station de Nuwara Eliya. L'écrivain allemand Hermann Hesse avait su en apprécier le charme en 1911. À près de 1900 mètres d'altitude, il règne une fraîcheur agréable. Les Britanniques avaient surnommé Nuwara Eliya la Petite Angleterre. Et de fait, dans ce décor, on s'attendrait presque à voir l'emblématique Miss Marple glisser une lettre dans la belle boîte rouge. Au vénérable Hill Club, fondé en 1876, le temps semble s'être arrêté. À l'époque, les propriétaires des plantations pouvaient s'y détendre en jouant au billard. Et les barrières qui servent aujourd'hui à étendre le linge délimitaient autrefois un haut lieu des courses de chevaux organisées par les colonisateurs. Même à l'autre bout du monde, ils voulaient mener la même vie qu'en Angleterre. Les courses de chevaux sont très rares aujourd'hui. Des activités plus tranquilles ont investi le champ de course. Stop! What am I doing? Encore un vestige de la colonisation britannique. Sans doute le club de golf le plus chic du Sri Lanka. Ce golf a été créé à l'initiative de planteurs britanniques et ils l'ont toujours très bien entretenu. L'exploitation commerciale était au second plan. Il s'agissait avant tout d'un club privé, destiné à l'usage de ses membres.
Du coup, les gens se sont mis à aimer cet endroit. Plus que les touristes, ce sont les membres du club qui venaient se mettre au vert et jouer au golf qui l'ont fait tourner. Voilà comment le club existe encore de nos jours. Pour pouvoir jouer sur ce parcours 18 trous, il faut au moins une carte de membre temporaire. Cela fait 125 ans que le club de golf marque la vie des habitants de la ville, la plus haut perchée du Sri Lanka. Autrefois, des familles entières habitaient sur le site. Il y a même eu des naissances sur le terrain de golf. Avant, il y avait beaucoup de Blancs qui vivaient dans les plantations. Ils venaient au golf pour passer le temps. Entre l'âge de 10 et 15 ans, je travaillais comme caddie et j'avais le droit de jouer. C'est comme ça que j'ai commencé. Et en 1971, je suis devenu champion de golf amateur du Sri Lanka. De retour à la gare de Nanuoya, nous prenons le temps d'écouter quelques mesures de la musique de Clarence Wigewardena, le roi de la pop sri-lankais, disparu en 1996. Nous changeons de véhicule pour nous embarquer à bord d'une draisine afin d'inspecter la voie. Là aussi, le jeton est de rigueur. L'entretien de la voie ferrée au Sri Lanka a un coût élevé, particulièrement en altitude. Je suis là pour prêter main forte au personnel des chemins de fer en charge du contrôle. La draisine sert aux travaux de maintenance et nous permet d'acheminer facilement sur place le personnel des chemins de fer en cas de déraillement ou d'éboulement. Les averses torrentielles qui s'abattent à la saison des pluies sont largement responsables des dégâts récurrents qui endommagent la voie. Un peu plus haut, nous visitons un manoir britannique. Il héberge aujourd'hui un monastère. Le monastère Saint-Benoît. Le père Michael y officie depuis 22 ans. Il dirige le noviciat et prend soin des lieux. Pommes d'éléphant, pommes de bois ou encore fruits du singe, ce fruit se mange en confiture. Nous avons débuté cette activité pour pouvoir entretenir la propriété. On a commencé par de la marmelade, de la confiture de fraises et de la gelée de goyave. Plus tard, on a enrichi la gamme de nos produits, tout en maintenant celle des débuts. L'activité se poursuit depuis 50 ans. C'est une longue tradition. On prépare le déjeuner. Quand ils sont encore verts, les fruits sont utilisés pour leurs vertus thérapeutiques. Chandra a 60 ans. Depuis l'âge de 14 ans, il tourne et retourne la cuillère dans la marmite. Quand je retire la confiture du feu au bon moment, je sais qu'elle va se conserver pendant des années, jusqu'à 6 ans. La demande est très grande. J'ai beau en faire en très grande quantité, il ne m'en reste pas le moindre pot à la fin. Chandra se fie à la consistance de sa confiture pour savoir à quel moment la retirer du feu. Il s'occupe lui-même de la mise en pot. Chaque saison,
Chandra fait jusqu'à 1000 pots de confiture. Deux trains de la Main Line se rendent chaque jour dans les montagnes. Malheureusement, le temps semble s'être mis au goût anglais. Le réseau ferré du Sri Lanka s'étire sur 1500 km environ. L'écartement des rails est large. Il s'agit d'un chemin de fer à voie large avec un écartement de 1670 mm. C'est une largeur adaptée au transport des marchandises qui supporte aussi des charges importantes. Ce sont les Anglais qui ont introduit l'écartement large au Sri Lanka, ainsi qu'en Inde, au Pakistan et au Bangladesh. L'idéal pour transporter du thé. Le jeton est prêt. Nous arrivons à Patipola. Perchée à 1891 mètres d'altitude, cette gare est la plus haute du Sri Lanka. La vie semble tourner au ralenti. Les employés des chemins de fer doivent être en mesure de venir à bout de toutes sortes d'imprévus. Il peut y avoir des éboulements, des pluies diluviennes. Le matin, il y a parfois beaucoup de buée ou du gel. Il y a parfois des animaux sur la voie, des tigres ou des sangliers par exemple. Le cerf sans barre peut aussi causer des dégâts. Pas l'ombre d'un animal n'entrave notre route. Il faut dire que le temps ne s'y prête pas. Entre-temps, nous avons atteint le point culminant de notre voyage. Nous sommes ici à une altitude de 1898 mètres. C'est un record mondial pour une voie ferrée à écartement large. It is given at the highest point reached on a broad gauge railway. Le lieu n'est pas des plus hospitaliers. Nous avons déjà parcouru 224 km depuis Colombo. Parmi les passagers, les rangs s'éclaircissent au fur et à mesure du voyage. L'après-midi, la fatigue commence à se faire sentir. L'altitude fait son effet et nous nous accordons une petite halte. La région d'Ella est connue pour ses stations thermales. Un luxe dont les cueilleuses de thé ne peuvent que rêver. Il faut presque 1h30 pour goûter aux bienfaits des massages ayurvédiques. C'est un massage très spécial car il sollicite tous les points vitaux qui sont au nombre de 107. Il permet une meilleure circulation du sang et une bonne irrigation de tous les organes.
ce massage donne beaucoup d'énergie. Importée d'Inde, la médecine ayurvédique a aussi une longue tradition au Sri Lanka. L'approche holistique de l'Ayurveda est ici relayée par une vue apaisante sur la nature. Un bain de vapeur agrémenté d'huile essentielle est aussi très efficace. Recommandé pour perdre du poids et diminuer le taux de cholestérol. La peau est nettoyée en profondeur. C'est frais et dispo que nous abordons le dernier tronçon de voie ferrée jusqu'à Ella. Le paysage qui défile sous nos yeux ne donne pas vraiment envie de s'attarder. Le moment est sans doute venu de s'interroger. Quel avenir pour ce tronçon ? La Main Line devrait continuer à être exploitée, mais comme musée du chemin de fer, sous l'égide de l'UNESCO. Comme ligne touristique essentiellement. Je ne veux pas dire qu'il ne faudrait pas assurer le trafic ferroviaire pour les locaux. Il devrait être maintenu. Mais la région devrait être mise en valeur pour mieux répondre à la demande touristique. Une idée à méditer car elle permettrait d'assurer l'avenir de la ligne. Des visiteurs venus du monde entier pourraient ainsi continuer à se plonger en moins de 9 heures dans ce pays de tous les émerveillements.